La recherche du plaisir est-elle une bonne règle de vie? Si le plaisir est recherché, c'est un fait que nul ne peut contester, peut-il être l'objet d'une règle? À un premier regard, les mots semblent s'entrechoquer. Le plaisir se fait sentir, il relève du goût et plus généralement de la sensibilité. Il résulte donc de notre nature et est comme l'expression du tissu de notre être. Première objection que l'on a à lever. Si l'impulsion immédiate me pousse inévitablement vers le plaisir, presque mécaniquement, si l'on suit l'épicurisme, dont la vision de l'univers est largement tributaire du physicisme atomiste de Démocrite, quel rôle alors assigner à une règle qui ne ferait que redoubler inutilement un mouvement inutile, un mouvement autonome de la nature? Ne suffirait-il pas de suivre la pente naturelle de ses inclinations? De se laisser porter par sa sensibilité? Par ailleurs, le mot de règle charrie avec lui le sens de contrainte, de maîtrise, de discipline, qui de prime abord semble incompatible avec cette spontanéité irréfléchie de l'impulsion et de la sensibilité. Enfin, vouloir mettre en règle le plaisir ne risque-t-il pas de vite transformer cette recherche en une besogne aliénante? L'autre manière d'aborder le problème est de se demander si la recherche du plaisir, érigée en méthode, est compatible avec la morale. Le bon qui est interrogé dans notre sujet est-il le bien de la vie ou d'une vie bonne du point de vue éthique, à moins qu'il ne coïncide, comme le veut une tradition grecque, assez partagée. Je crois qu'il faut ici distinguer la règle de vie, d'une part, de la norme, au sens éthique ou religieux. Dans le premier cas, nous sommes en présence d'un choix autonome, existentiel, et dans le second, la norme éthique s'impose à nous. Que signifie maintenant règle de vie? La règle de vie est l'expression d'une philosophie de la vie. C'est l'application concrète à une existence d'une vision d'un monde. Est-ce une bonne règle de vie? Cela semble supposer que l'on peut évaluer la règle à l'usage, donc a posteriori. D'une manière générale, on peut se demander si le télos, alors télos pour ceux qui pratiquent le grec, c'est évidemment la fin au sens de but, on peut se demander si le télos d'une vie entière peut être séparé d'une signification éthique. Les biens sont variés, rappelle Aristote, biens du corps, biens de l'esprit, biens de la vie familiale, les biens de la vie citoyenne, etc. Ces biens peuvent-ils s'unifier dans la visée d'une fin unique qui serait son accomplissement? Pour prendre en compte ces questions qu'enveloppe la question initiale, je propose donc le plan suivant. Dans une première partie, nous montrerons selon quelle ligne argumentative le plaisir peut être élevé au rang de principe. Et nous nous demanderons si la recherche du plaisir peut être prise comme règle du point de vue existentiel. Second temps, le moment kantien. Dans une optique résolument anti-grecque, on peut opposer, à l'instar de l'auteur du fondement de la métaphysique des mœurs, les inclinations de la nature et les impératifs de la vertu. Une question sous-tendra la méditation sur Kant. Jusqu'à quel point on peut couper morale et plaisir? Enfin, dans une troisième partie, nous voulons montrer comment la seconde moitié du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle vont intégrer la métriopathie épicurienne, métriopathie médiété, juste milieu, la métriopathie épicurienne comme calcul raisonné de plaisir et des peines, dans le cadre plus large d'une réflexion politique d'où sera issu d'ailleurs l'univers bourgeois. En conclusion, j'essaierai d'esquisser les raisons qui motivent un saut qualitatif
vers une sphère qui, sans abolir le plaisir, le dépasse. Donc, première partie, tropisme vers le plaisir et sa fuite perpétuelle, le syndrome des tonneaux des Danaïdes. Le plaisir est d'abord une donnée physique, physiologique, qui est sensible dès la présence même larvaire de la conscience. Dans cette présence à soi qui définit la conscience de soi. Cette sensation de plaisir, ou son contraire, le déplaisir, se manifeste jusque dans les limbes de la conscience que nous appelons la vie. C'est en partant de ce constat qu'Épicure élevait la recherche du plaisir en fin première et souverain bien. Aussi, pour Épicure, cette thèse a à peine besoin d'être démontrée. Elle bénéficie de son évidence immédiate. Il y a donc un tropisme vers le plaisir. Diogène Laërce, qui expose la thèse centrale d'Épicure, écrit ceci. Je le cite. « Pour démontrer que le plaisir est la fin, Épicure utilise le fait que les vivants, dès qu'ils sont nés, se réjouissent du plaisir et s'opposent à la douleur par nature et sans raisonnement. » Voilà, on retiendra par nature et sans raisonnement. On connaît la fameuse formule de Bentham, qui fait de la recherche du plaisir un maître intransigeant qui ne souffre aucun accommodement. Je le cite, « La nature a placé l'humanité sous le gouvernement de deux souverains maîtres, la douleur et le plaisir. » Et enfin, dans cette même veine, je citerai Freud qui élève le plaisir en principe, puisqu'il parle du principe de plaisir. Si l'on ne veut pas faire du plaisir un principe, car principe veut dire ce qui est à la fois premier et commande, donc fournit des règles, concédons au moins que c'est une donnée originaire de notre être. Tout procède-t-il donc pour autant de la recherche du plaisir? Premier élément de réponse, le plaisir a d'abord une valeur vitale. Émerger, cependant, à la conscience et à la conscience réflexive, c'est prendre en charge le plaisir. Ce n'est plus y voir une contingence du corps, mais une possibilité, un choix. Cette aspiration au plaisir se fait dans la nostalgie de notre être purement naturel, dans cette phase où nous n'étions que vie et nature. Alors sans faire de la psychanalyse, j'y entre quand même dans ce domaine, celle de l'enfant dans le ventre de la mère du nouveau-né, donnée comme un paradis perdu. Au demeurant, tous les mythes du paradis perdu peuvent être compris en un sens comme la tentative de récupérer cette unité perdue de la vie et s'inscrivent largement dans cette thématique. Tout le charme du naturalisme grec réside justement dans cette innocence, dans l'appréhension du plaisir saisi comme un aspect de l'être. On ne retrouve pas ce refus du plaisir biologique comme on le voit chez certains auteurs chrétiens. Alors je peux citer saint Augustin ou encore saint Paul, qui dans l'Épître aux Romains condamne la chair et la concupiscence qui sont vite dégradées en malheur et péché. La concupiscence nous arrache à ce qui est le plus élevé en nous-mêmes et ignore toute loi morale. Dit saint Paul, je le cite, « Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je haïs. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» Voilà ce que nous dit saint Paul. On s'est souvent convaincu que pour le plaisir, plus que pour le bonheur, en un sens, une théorisation rigoureuse était possible. En effet, dans leur requête sur le souverain bien identifié au bonheur, les eudémonistes se demandent si ce dernier ne résulte pas finalement d'une rencontre, du hasard, le heureux hasard, donc du moment favorable, la fameuse chéricité sophistique à laquelle le stagirite, Aristote, fait une place puisque le kairos est le bien ou le bon touchant le temps. Inversement, lui, le plaisir ne serait pas affecté en un sens des aléas de l'existence, puisque sa dépendance à la matérialité du corps le rend susceptible
d'une stabilité. Or, la stabilité, c'est la condition de tout discours scientifique. Voilà donc le plaisir donné comme réalité saisissable pour le concept. D'où la pente à penser que le plaisir est à l'égal d'une chose, objectif, et par suite, objet de calcul précis. Épicure s'inscrit et se meut dans cet horizon. En effet, une arithmétique du plaisir est non seulement possible, mais encore nécessaire au moins si l'on veut atteindre à l'ataraxie du sage. Qu'est-ce que nous dit Épicure ? Il ne faut pas suivre sans réflexion toutes les sollicitations psychologiques qui résultent de cette immense mécanique atomistique. On fuira la souffrance évidemment comme telle, mais on peut l'accepter si à long terme elle doit apporter une volupté plus intense. Inversement, on fuira un plaisir s'il provoque une peine supérieure. Finalement, il faut mener une existence équilibrée, plutôt frugale, chercher le plaisir de l'amitié, qui selon Épicure est toujours neuf et pur, ne nuit à personne et qui n'envie rien du tout. Le philosophe du jardin, on le voit, fournit des règles d'essence pragmatiques pour que la quête du plaisir ne se transforme pas en vaine et douloureuse recherche. Vouloir consumer son existence dans la jouissance extatique se révèle être un projet sinon contradictoire, du moins beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît à un premier regard. Il faut de la patience, il faut de l'effort, il faut de la réflexion et du calcul pour accomplir un tel projet. Comment prétendre calculer et ne pas être dans l'inquiétude ou l'angoisse de l'échec ? À ce compte, l'attitude de l'instantanéiste ne sera-t-elle pas plus sage ? L'instantanéiste veut faire du présent un absolu. Il a conscience de sa fugacité, de son être vacillant. Il ne veut pas, selon la formule de Georges Bataille, remettre l'existence à plus tard. En revanche, dresser des plans, se projeter dans l'avenir, s'attacher à poser des objectifs comme jalon d'une fin plus lointaine, c'est en quelque sorte s'immuniser contre l'appel des choses. Mais c'est aussi cesser de sentir les choses selon leur valeur proprement sensible. C'est anesthésier son être naturel et faire le deuil de son authenticité comme homme sensible. Le jouisseur ne peut entrer dans cette logique, puisqu'au contraire, il veut faire corps avec la chair du monde. Il veut faire corps avec la chair du monde qui doit lui renvoyer sa propre capacité à jouir de l'existence. À trop vouloir refuser les plaisirs immédiats et les agréments simples de la vie, le monde ne risque-t-il pas de devenir le lieu indifférent d'un sens existentiel abstrait, parce que pas encore réalisé, mais situé dans un horizon temporel indéterminé et incertain. Pour l'hédoniste, ne pas jouir serait rompre le courant de l'existence. Alors les arguments sont forts. En est-il véritablement ainsi ? Bataille, que je citais tout à l'heure, évoquait l'angoisse des moyens. Lui qui avait montré au rebours d'une vision strictement utilitariste et bourgeoise, en suivant sans doute une thématique nietzschéenne, l'importance dans l'existence humaine de la gratuité, du don improductif. La formule de Georges Bataille garde sa valeur, je le cite, « Dans le souci des résultats commence l'avarice de l'angoisse ». Rappelons que l'angoisse est comprise dans l'économie psychique freudienne comme frustration du plaisir. Qu'est-ce qui nous apparaît donc à une première analyse ? Le plaisir, sitôt pris réflexivement en objet, cesse d'être une évidence. Si on assouplit l'idée de règle, on revient à la position de l'instantanéiste qui ne prend en compte que son affect du moment. Il n'y aurait pas de règle générale, mais que des cas particuliers qui relèveraient du sentir, du ressenti ou de l'intuition sensible.
Une bonne référence ici à mentionner et à étudier serait celle d'un penseur qui, je crois, est un peu injustement oublié et qui, à ma connaissance, est nulle part cité, mais dont la lecture, je crois, pour notre sujet de cette année est suggestive et stimulante, c'est Kierkegaard. Dans son ouvrage intitulé « Ou bien, le penseur danois s'emploie justement à décrire la vie d'un homme qui voudrait vivre que pour le plaisir. Ce type d'existence est baptisé le stade esthétique. Stade, car pour notre auteur, ce mode d'existence est appelé à être dépassé par un stade de vie supérieur et plus en adéquation avec la destination de notre être. Il y aurait donc une gradation existentielle qui va dans le sens d'un accomplissement existentiel, stade esthétique, stade éthique et stade religieux. Le stade esthétique consiste à vivre dans l'instant, à répondre à toutes les sollicitations des sensations qui sont autant d'appâts pour le désir. L'alternative que propose Kierkegaard dans cet ouvrage, mais pas dans son œuvre, dans cet ouvrage, est stade esthétique ou stade éthique. Vivre selon les stades éthiques, alors il faut définir le terme, c'est mettre de la cohérence, de la continuité dans son existence. Mais c'est accepter les responsabilités envers soi-même et envers les autres. Être donc dans l'ordre de l'éthique, c'est entrer dans la norme générale, c'est renoncer à sa singularité. C'est la prise de conscience qu'une décision m'engage, on dépasse donc l'instant. Alors Kierkegaard donne l'exemple du mariage. Or, nous savons que pour Kierkegaard, la subjectivité, c'est une formule de Kierkegaard bien connue, la subjectivité est la vérité. Donc c'est dans un sens supérieur à l'homme de l'esthétique. Il s'agit de l'homme de la foi, que je n'étudierai pas ici, mais pour savoir qu'on peut concilier subjectivité sans être dans l'esthétisme du jouisseur et en même temps exigence supérieure. Alors, dans cet ouvrage, Kierkegaard montre avec finesse comment le stade de l'esthétique est celui de l'immédiateté, où l'homme s'éparpille dans l'instant, dans une course mortifère vers le plaisir immédiat et fugace, sans cesse à renouveler dans la nouveauté et le changement. Le stade esthétique, c'est le stade où l'homme tire du plaisir de toutes circonstances favorables. Refusant la durée, il est condamné à une perpétuelle fuite en avant et ne peut avoir aucun engagement. Il ignore le sérieux, et l'archétype de ce stade est Don Juan. Don Juan. Le leitmotiv de Don Juan est la jouissance ne peut se réaliser que dans l'instant. L'esthète s'enfermera donc dans l'instant, abolissant le passé et l'avenir. Penser au passé, par exemple la nostalgie, ou à l'avenir, c'est source d'inquiétude, gâche ou risque de gâcher le plaisir de l'instant. Alors Don Juan, tout le monde connaît la figure cette figure archétypale, c'est le séducteur. Don Juan séduit, non pas parce qu'il est séducteur au sens de Johannes dans le journal de Kierkegaard, c'est-à-dire en séducteur cérébral et donc stratège, mais parce qu'il est l'expression irrésistible de l'immédiateté du désir et de la joie de vivre. Il ne séduit pas par de ténébreuses stratégies, mais au contraire par l'irréflexion, donc par l'innocence de sa perpétuelle ivresse. Je cite notre auteur, Kierkegaard, « Il faut une certaine conscience et une réflexion particulière pour faire un séducteur, et dès qu'elles sont réunies, parler de finesse, d'artifice et d'assaut rusé peut se justifier. Cette conscience fait défaut à Don Juan, il ne séduit pas, il désire. Et ce désir a un effet séducteur. Ou bien. Quel est le destin du jouisseur? Voici la réponse du philosophe danois. Lorsqu'on jette une pierre, de façon qu'elle frôle la surface de l'eau, elle peut un certain temps ricocher légèrement au-dessus, mais dès qu'elle cesse de le faire, elle s'engloutit immédiatement dans l'abîme. Elle s'engloutit immédiatement dans l'abîme. Cet abîme que veut fuir confusément le jouisseur est celui de l'ennui. Kierkegaard fait un portrait saisissant de l'esthète miné soit par l'ennui, soit par la mélancolie.
La mélancolie telle que Néron en offre la figure exemplaire, et ces pages de Kierkegaard sont à l'origine du Caligula de Camus. Qu'est-ce que la mélancolie ? C'est l'esprit qui veut se perdre, s'égarer dans l'ivresse de la sensualité pour échapper à l'horreur de l'ennui. Le plaisir n'est plus alors qu'une comédie factice que l'on se joue à soi-même, et l'innocence du désir, qui faisait de Don Juan irrésistible, est à jamais perdue. Captif du plaisir infini, Don Juan est une conscience malheureuse qui s'ignore. Le plaisir s'émousse, le jouisseur va finir par devenir ironique, c'est selon Kierkegaard le destin de tout jouisseur, état intermédiaire qui montre qu'il est prêt à passer au stade éthique. Au terme de ces premières analyses, nous obtenons quoi ? Nous obtenons un échec de la vie purement instantanéiste qui ne veut pas de règles, mais aussi échec de celui qui veut donner des règles à la recherche du plaisir. Ce n'est qu'en apparence que le jouisseur peut vivre dans l'insouciance. En fait, il est déjà gagné par l'ennui, le dégoût, il prend conscience du vide de son existence. Don Juan représente un idéal type au sens weberien, c'est-à-dire une figure théorique qui n'existe jamais à l'état pur et existentiellement impossible, car on ne peut rester à la surface des choses sans connaître l'angoisse du choix. Or, le choix est justement le stade éthique. Et je passe à présent à ma seconde partie. Je veux vous montrer que malgré tout, on ne peut pas faire sa part au plaisir. Très tôt dans l'histoire de la philosophie, s'est établie une échelle des plaisirs dans laquelle les plaisirs les plus en rapport avec le corps recevaient un coefficient négatif. La jouissance vitale a un caractère d'englument. Elle est une volupté lourde. On s'enfonce dans son corps. Elle ressemble au chariot ailé du Phèdre de Platon. Elle est chute vertigineuse et lourde vers le corps. Le plaisir, dématérialisé, à l'inverse, est valorisé. On voit bien ce qui est reproché au plaisir sensuel. Il ressemble à la densité de la chose, c'est-à-dire quasi-absence de conscience. Je crois que notre prédécesseur, psychanalyste, montrait cette densité de la conscience dans le plaisir. Mais lourdeur, sans tension, englument et empattement, pour reprendre une terminologie de Sartre. C'est comme une tentative d'immanence pure avec son corps et non-ouverture de la conscience vers un ordre de réalité plus élevé. Faut-il condamner pour autant définitivement le plaisir, et notamment le plaisir du corps ? Depuis Nietzsche, la critique du plaisir a quelque chose de suspect. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche nous a appris à nous déprendre de l'idéal ascétique. Et si l'homme, Nietzsche pose une question, et si l'homme qui est hostile au plaisir n'était que le symptôme d'une vie inapte au plaisir, une façon de se venger de la vie en universalisant la règle de la souffrance, de la privation, de l'ascétisme, voire du martyre, en un mot de la stérilité et de la mort. La critique violente du plaisir serait l'expression du ressentiment des êtres mal nés, inaptes à jouir de l'existence. L'homme du ressentiment transformerait alors son impuissance en valeur et vertu et dévaluerait ce que son idiosyncrasie maladive lui interdit. Par cette transvaluation décadente, ce qui est instinct de vie devient péché, devient faute. Ici, la confrontation avec Kant est inévitable. Pourquoi ? Parce que Kant, aux antipodes de l'épicurisme et des Grecs en général, pense que si une morale doit être une morale, elle doit être nullement compromise par des considérations liées au plaisir. L'action morale est l'action accomplie par devoir et qui n'emprunte nullement son mobile à la sensibilité. Davantage, le plaisir qui peut accompagner l'action morale en devient presque suspect. Il faudrait se sentir en lutte contre ces inclinations spontanées
pour s'assurer de la pureté de ses motifs moraux. C'est ce qu'on a appelé le rigorisme de Kant. La réalisation de notre devoir moral passe le plus souvent par le mépris de nos appétits et inclinations sensibles. La célèbre définition de la morale qu'offre la critique de la raison pratique confirme cet anti-eudémonisme et hédonisme. Alors je cite, la définition est bien connue, « La morale n'est pas proprement parlée la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons devenir dignes du bonheur. » Depuis le vieux débat sur l'essence du souverain bien chez les Grecs, il est courant, en philosophie morale, de distinguer entre une faculté supérieure de désirer et une faculté entre une faculté inférieure de désirer et une faculté supérieure de désirer, entre un bonheur vulgaire, fait de plaisirs sensibles, et un bonheur plus élevé. Or, étonnamment, Kant considère ces distinctions plus subtiles que pertinentes. Scoli 1 du théorème 2, dans la critique de la raison pratique, c'est que dans tous les cas, le bonheur relève de la même faculté d'éprouver de la peine ou du plaisir. Si Kant semble égaliser les différentes formes de plaisir, ce n'est pas par anti-intellectualisme, même si Kant aimait à faire observer que dans la poursuite du bonheur, l'instinct est un guide plus sûr que la raison. Ce que Kant fondamentalement veut dire, lorsqu'il refuse de hiérarchiser les multiples formes de plaisir que subsumerait l'idée de bonheur, c'est que, quelle que soit la nature de notre bonheur, il sera toujours d'essence sensible. Or, le rattachement du bonheur à la nature sensible, avec sa conception très prosaïque, en tout cas chez Kant, et plus généralement d'être phénoménal, pose une question redoutable. Quel est le bonheur auquel Kant pense quand il parle de souverain bien ? Toute la philosophie pratique de Kant vise à réconcilier le plaisir et la moralité, non dans le monde sensible, comme ont voulu le faire les épicuriens et les stoïciens, mais dans un monde intelligible, posé en postulation. Pour ce faire, Kant postule l'immortalité de l'âme, l'existence d'un Dieu juste qui récompenserait les justes dans un temps non sensible, mais dans un temps pratique. Alors, il est facile, me semble-t-il, d'enfermer Kant dans un dilemme cruel. Soit le bonheur du souverain bien qui est évoqué dans la critique de la raison pratique n'est pas sensible, mais alors il ne s'agit pas d'un bonheur, en tout cas du bonheur vers lequel tendent les hommes, soit le bonheur est conçu comme un bonheur sensible, mais alors on est obligé de reconnaître que Kant transpose indûment, illégitimement, les catégories anthropologiques du monde sensible dans le monde intelligible. On le voit, la notion de plaisir, expulsée par la porte, revient par la fenêtre. Donc ça montre bien qu'il y a une irréductibilité du plaisir, puisque Kant est obligé d'admettre, sous forme de postulat, un souverain bien dans un monde intelligible. En guise de conclusion de cette seconde partie, je dirais, on trouve chez Nietzsche une réhabilitation saine de la joie de vivre, du déploiement des ressources corporelles, de la jouissance sensuelle, le bon ménage avec le corps que le stoïcien voyait comme une donnée indépassable. Mais nous verrons que le plaisir ne peut être cependant le dernier mot d'une philosophie de la vie. Et j'en viens à présent à ma troisième partie. Troisième partie, la nécessité d'un plaisir réglé, le XVIIIe siècle comme un épicurisme socialisé. Le freudisme a montré que tout groupe humain suppose un équilibre entre la satisfaction de la libido et le respect de l'autre. Un double processus contradictoire a donné naissance à la vie en société. D'une part, ce sont les tendances sexuelles qui, à l'origine de l'humanité, ont tendu à rapprocher les hommes. D'autre part, la société n'a pu vraiment se constituer en un tout relativement cohérent que par une réglementation stricte de ces tendances,
dont le libre jeu conduirait le groupe à s'éparpiller et à s'entre-déchirer. Dans l'histoire des idées, l'épicurisme connaîtra un destin singulier. Vilipendé par les Romains entichés de stoïcisme, alors je pense évidemment à Cicéron, puis par le christianisme, il revient au devant de la scène au XVIIe et au XVIIIe siècle à la faveur de la reviviscence du matérialisme. Voltaire défend un épicurisme mondain. Dans son poème « Le mondain », il écrit « J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût et les ornements. » Alors la propreté, j'attire votre attention parce que je vais voir que ça joue un rôle au XVIIIe siècle. De la maîtrise protégée par la cour, aux grandes dames des moralistes chrétiens, rédige « L'art de jouir ». Alors son ouvrage est un hymne à la vie voluptueuse, comme du reste sa vie, mais il n'a rien d'obscène ou de graveleux, contrairement à ce que peut laisser craindre le titre. Il décrit la maturation des sentiments amoureux d'une fille et d'un jeune garçon élevés ensemble. Ils se donnent l'un à l'autre qu'après avoir attendu patiemment l'appel de l'éros et senti ce sentiment de confiance et de bien-être réciproque. Le plaisir ne doit obéir, selon la maîtrise, à aucune règle trop stricte, si ce n'est celui de l'inspiration du moment. Je le cite, « Plaisir, maître souverain des hommes et des dieux, devant qui tout disparaît jusqu'à la raison. » Le voluptueux, dit notre auteur, aime la vie parce qu'il a le corps sain, l'esprit libre sans préjugés. La maîtrise annonce lointainement le slogan « Il est interdit d'interdire ». D'une manière générale, l'époque de la maîtrise est une époque où l'on n'a pas le sentiment d'avoir à choisir entre la terre et le ciel, comme le voulait Pascal, qui opposait vie licencieuse du libertin et vie chrétienne. À vrai dire, on assiste dès le XVIIe siècle à une réhabilitation du corps sans céder toutefois aux excès du libertinage. On voit transparaître un souci de soi. Descartes fait l'éloge de la médecine et conditionne la formulation de la morale définitive à la connaissance de soi. Il faut savourer la plénitude physique de notre être machinal. La bonne entente de l'âme et du corps, dont la santé est la première condition, est essentielle au bien-être en général. Les méditations métaphysiques nous avaient appris entre-temps que l'âme n'est pas dans son corps comme un pilote en son navire, que notre union au corps est substantielle, que l'âme ne peut ignorer la douleur du corps dans un superbe détachement, comme l'avait enseigné le stoïcisme. Significatif aussi est le fait que les conseils de simple hygiène occupent une place de plus en plus marquée dans la société. De la maîtrise demande aux métaphysiciens de renoncer à la recherche inutile de l'essence de la matière. C'est qu'à l'occasion d'un accès de fièvre, dont il fut atteint, et au cours duquel il prit une conscience aiguë du bouleversement complet de toute sa vie sentimentale et intellectuelle, il annonce que seule l'observation et ce qui se rapporte au sens lui paraît digne d'intérêt. Alors je vous renvoie à son ouvrage « L'histoire de l'âme ». Le plaisir se fait bourgeois. Il est donc mesuré, calculé, encadré. Par ailleurs, tous les plaisirs sont à prendre, même les plus petits, dès lors qu'ils sont inoffensifs. À côté du noble projet, et on ne peut plus ambitieux de la paix universelle, notre abbé de Saint-Pierre s'ingénie à mettre sur pied un fauteuil mécanique mobile dont les secousses éviteraient aux personnes trop sédentaires les désagréments d'une digestion difficile. Nous sommes à la croisée des chemins, à un moment charnière de l'histoire. La raison calculatrice du nouvel humanisme bourgeois se voit dévolue la tâche d'aménager les choses de l'existence en vue du plaisir quotidien. Contrairement à l'inspiration stoïcienne, on reconnaît l'influence des choses sur la vie humaine, mais on croit pouvoir, à son tour, influencer l'ordre du réel. Il faut, dit Voltaire, des plaisirs variés pour échapper à l'ennui qui toujours menace.
Mais la quête du plaisir ne doit pas tourner en aliénation passionnelle. Il y a donc des vrais plaisirs et des faux plaisirs. Les vrais plaisirs ne sont pas dangereux. L'esprit du siècle est à la mesure, la juste mesure, l'équilibre, l'harmonie et la sécurité. On ne s'étonnera donc pas que la hiérarchie hédoniste et bourgeoise du XVIIIe siècle coïncide pleinement avec les normes de la morale reçue. Révélatrice de cet esprit est la formule du poète britannique Jung qui dit « Qu'est-ce que le plaisir ? C'est la vertu, sous un nom plus gai. » Le plaisir doit être sociable, c'est le grand thème du XVIIIe siècle. La sociabilité est la valeur suprême. Elle imprègne toutes les théories, qu'elles reçoivent le nom d'utilité ou de sympathie. Du coup, elle détermine la nature des plaisirs considérés comme bons. Modérés, qui n'excitent pas excessivement l'âme, sorte de légère émotion, bref, tout ce qui remue l'âme sans la troubler, en profondeur. À cet égard, Sade forme une exception. Il pousse jusqu'à ses ultimes limites l'idée que la recherche du plaisir est un effet d'une nature en perpétuel mouvement. Son raisonnement a sa logique, perverse sans doute, mais logique compte tenu de ses prémices. Si la poursuite du plaisir ne peut entrer en conflit avec la nature, puisqu'elle en émane, toute action se donnant pour but le plaisir, y compris le crime, est non seulement permis, mais encore légitime. Je lirai un passage évocateur tiré de sa correspondance et cité par Georges Bataille dans son essai sur la littérature et le mal. Voici ce que nous dit l'inventeur du sadisme, en tout cas en littérature. « Tu veux que l'univers entier soit vertueux sur la terre, et tu ne sens pas que tout périrait à l'instant s'il n'y avait que des vertus sur la terre. Tu ne veux pas entendre que puisqu'il faut qu'il y ait des vices, il est aussi injuste à toi de les punir qu'il serait de te moquer d'un borgne. Jouis, jouis mon ami, et ne juge pas. Jouis, te dis-je, abandonne à la nature le soin de te mouvoir à son gré. » Alors, loin de là, Rousseau défendra le matérialisme du sage étant son expression. Le personnage de Julie, dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, veut entendre par M. de Volmar, et là je cite également l'ouvrage, l'épicurisme de la raison. Voilà, le XVIIIe siècle invente l'épicurisme de la raison. On est loin, évidemment, du romantisme et de ses grandes passions renversantes. J'appellerais ce XVIIIe siècle hédonisme réglé. On en voit sa grandeur et ses limites. Refusant le divorce entre l'esprit et le cœur, le penseur du XVIIIe siècle conçoit le bonheur comme une somme de plaisirs que l'homme peut atteindre ici-bas et rendre sûr, ce thème de la sécurité, rendre sûr par une vie socialisée et raisonnable. En posant le dogme de la sociabilité naturelle, on rendait plus facile l'équation du plaisir et du devoir. La vertu cesse de désigner une exigence de morale et définit une aptitude sociale. La politesse mondaine, la bienséance sont associées et regardées comme des plaisirs de la vie, forme affinée finalement de l'instinct social qui est en l'homme. Plus strict qu'il n'y paraît cependant, cet éloge du plaisir refuse l'aventure individuelle ou politique et tout ce qui peut constituer un ferment de désordre social. Il privilégie bien plutôt le plaisir de l'étude, de l'amitié, le bonheur domestique, sans oublier le rêve d'évasion pastorale et le bonheur champêtre. Le XVIIIe siècle nous montre que la recherche du plaisir peut être une règle de vie satisfaisant la nature humaine, mais je dirais qu'une partie de la nature humaine. Le plaisir réglé du XVIIIe siècle a voulu en fait se passer, ou plutôt faire l'économie des mystères de l'au-delà, autant que celle du moi profond et métaphysique. Et ce n'est pas étonnant que, historiquement, à ce XVIIIe siècle, qui est un épicurisme, encore une fois, raisonné ou raisonnable et bourgeois, suivra le mouvement du romantisme. Mais l'art de jouir ne nous préserve pas du sentiment de l'absurde.
L'homme est un animal qui a besoin de donner un sens à son existence. On trouve toujours chez l'homme un effort pour donner une signification sociale, voire morale ou spirituelle à des actes de vie. La jouissance sexuelle, par exemple, est ainsi récupérée. Elle n'est pas abandon à l'instinct animal, mais actualisation de valeurs plus universelles. Il sert à quelque chose, à l'espèce, à rajeunir la nation, à perpétuer la famille, à installer le règne de l'homme sur toutes les autres créatures du monde, et devient donc, etc., et devient donc l'accomplissement d'un devoir. On peut parler avec Nietzsche d'une sublimation de l'instinct. Le génie de l'homme est justement de reprendre l'attitude naturelle pour l'inscrire dans le culturel. D'un point de vue plus métaphysique, le tableau qu'offre l'homme est celui d'un être qui tend à l'infini, à se dépasser, à se déployer et à être dans la tension. La transcendance est co-substantielle à notre conscience et souvent le plaisir ne réside point dans l'abandon, mais plutôt dans l'effort, le sentiment de l'accomplissement de quelque chose dans l'obstacle surmonté. Un très beau texte de Nietzsche laisse clairement comprendre que la nature ne veut pas d'un plaisir qui résulterait de l'abandon ou du laisser-aller. Je le cite, Nietzsche dit ceci dans Par-delà bien et mal, article 188. « Si étrange que cela puisse sembler, tout ce qui existe et a jamais existé sur la terre, en fait de liberté, de finesse et d'audace, et de magistrale assurance, que ce soit dans la pensée, dans l'art de gouverner, de parler ou de convaincre, dans les arts ou dans la morale, n'a jamais pu fleurir que sous la tyrannie de ces lois arbitraires. » Et il conclut, « C'est la contrainte qui est la nature et le naturel, et non le laisser-aller. » Il n'est pas étonnant dès lors, ce n'est plus Nietzsche qui parle ici, il n'est pas étonnant dès lors qu'Épicure développe une morale de la prudence, savoir éviter les maux, les désagréments, le souci, les tourments, bon, c'est le thème de l'ataraxie, alors que l'existence humaine laisse voir une aspiration au dépassement. Alors, pour conclure, je dirais en premier lieu qu'une bonne règle de vie ne peut faire l'économie d'une réflexion sur le sens de l'existence. Une bonne règle de vie n'est pas forcément une règle qui promet le plaisir au sens le plus sensualiste du terme. Il faut donc un critère extérieur au plaisir, car on ne demande pas si c'est une bonne règle technique pour atteindre le plaisir, ce qui est un autre sujet, mais si la recherche du plaisir constitue la seule fin ou la fin principale de la vie. Le sujet était donc une question sur les fins possibles de la vie, le bonheur, la dignité, la liberté, l'accomplissement de soi moral ou spirituel, etc. Une bonne règle de vie ne peut faire l'économie d'une réflexion sur le sens de l'existence. Je dirais donc que la recherche du plaisir ne peut être la fin dernière de l'homme. Poser le plaisir comme un absolu, c'est s'aliéner irrémédiablement, car le plaisir est moins un objet que l'on peut poser comme une fin que la qualité commune à des expériences très diverses, dont la signification tout entière dépend de leur capacité à faire émerger une identité dans mon être ou dans mon histoire particulière, je dirais une identité personnelle. Toute vie, même la plus mouvementée, cherche confusément une unité, la sienne. Les Grecs avaient bien vu ce point, que la vie doit être jugée comme totalité, tant du point de vue moral que sous l'angle du bonheur, d'où le proverbe employé souvent chez les Grecs anciens et qu'on retrouve dans la formule de Solon, « Nul ne peut être dit heureux avant qu'il ne soit mort ». Le seul bien qui se présente à l'horizon d'une vie est l'unité possible que l'on peut saisir en soi dans une existence. Cette unité, trouvée ou fantasmée, transforme qualitativement les plaisirs en joie ou bonheur, et inversement, la vie de plaisir, même conduite méthodiquement, ne satisfait pas cette quête d'unité, puisqu'elle se perd dans l'émiettement infini, elle ne peut se clore sur elle-même, et je terminerai en disant la vie bonne est celle qui s'unifie au cours du temps, qui réalise un certain caractère, et qui finalement peut faire l'objet d'une narration, soit pour les autres, soit pour nous. Merci de votre attention.